BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. L'avenir a de nombreux domiciles, mais sa résidence principale est sans doute ici dans les blockchains et les cryptos, les pros, les cryptos. Les amis, c'est chaque vendredi 15h, 15h30 en direct sur BFM Business. Rediffusion le soir à 21h30 et bien sûr disponible sur notre chaîne YouTube BFM Crypto. Nos NFT, rien qu'à nous, sont là. Nos talents non fongibles. Stanislas Barthélémy pour KPMG Finance. Bonjour Stanislas. Bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver. Thibaut Boutroux pour Maria. Bonjour Thibaut. Merci Bonjour. également de nous accompagner à nouveau cette semaine. Thibaut, on va parcourir ensemble les actualités de la semaine dans un instant. Mais d'abord, peut-être le potentiel sur les cryptos, à commencer par le Bitcoin. Vincent Gann est avec nous, analyste technique. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le 4e halving du Bitcoin, Vincent, a eu lieu il y a maintenant 61 jours et le bull run n'a toujours pas commencé. C'est une déception entre nous, Vincent. Oui, effectivement, le fameux bull run. Alors, il y a une majorité d'investisseurs en Bitcoin qui affichent cette déception, qui la crient haut et fort. C'est vrai qu'ils comptaient sur cet événement monétaire qui a été très médiatisé par la presse spécialisée pour déclencher enfin ce qu'on appelle le bull run. Le bull run, vous savez, c'est pas ce qu'on a connu entre 15 000 et 72 000 $. Le bull run, c'est cette phase de découverte de prix, de hausse verticale au-delà des 73 000 $, en gros les 100K, que tout le monde attend. Alors moi, je leur dis encore une fois, ils n'ont pas à être déchus, mais simplement être patients. La patience, c'est important. Vous avez précisé 61 jours après le halving. Vous savez que lorsqu'on regarde les données de saisonnalité, les moyennes mathématiques, la médiane, bref, des statistiques sur les performances passées de Bitcoin, il ne s'est jamais rien passé avant 100 jours après le halving. Donc voilà, simplement, soyez patients, simplement en tenant compte du cycle monétaire de Bitcoin. Le bull run, on ne doit pas l'attendre maintenant, mais probablement quelque part entre juillet et août, au plus tard septembre. Vincent, 3 mois et une semaine de phase latérale en bourse pour le Bitcoin et de correction pour les altcoins. Le bout du tunnel est-il en vue sur le plan technique cette fois ? Oui, alors effectivement, là aussi, il y a de l'inquiétude, notamment parce que du côté de l'environnement des altcoins, certains jetons ont retracé 90-95% de toute la hausse qu'ils avaient proposée depuis octobre, ou pour certains depuis janvier. Effectivement, du côté des alts, c'est faible, mais sur le plan technique, pour Bitcoin, il n'y a strictement rien d'inquiétant. C'est même un schéma classique de pause dans le cadre d'une tendance haussière de fond, ce que construit Bitcoin entre 60 000, un peu en dessous, 72 000, un peu au-dessus, 60 000, 72 000 $. Et là, qu'est-ce que le marché fait ? Il est en train d'aller rechercher, je pense, moi, mais c'est ma conviction, une dernière fois, de la liquidité dans la partie basse de ce range, autour des 60 000 $. Et là, je pense que ce sera probablement le dernier train pour se positionner et rentrer dans ce qui est, encore une fois, pour moi, un cycle haussier devant nous pour les 12 prochains mois. Merci Vincent. Vincent Gann, régulièrement à nos côtés, analyste technique indépendant. Bon après-midi, bon week-end Vincent. Alors dans l'actualité de la semaine, ce qui nous a tous frappé, et c'est au cœur de cette émission des pros des cryptos, c'est que la SEC abandonne ses poursuites contre Consensus. Ethereum ne sera pas considéré comme un titre financier. Quels impacts et quel soulagement pour l'écosystème. On va en parler dans un instant. On parlera aussi minage. Deutsche Telekom se lance. Le géant des télécoms annonce une initiative dans le minage vert. Il vise apparemment essentiellement le minage de Bitcoin. Deutsche Telekom était déjà présent dans l'univers des blockchains depuis plusieurs années. Et puis les législatives, on est ce vendredi après-midi à 9 jours du scrutin. L'écosystème crypto est-il inquiet ? Aujourd'hui, le nouveau Front Populaire a d'ailleurs présenté son programme, y compris en matière fiscale. On va parler effectivement de ces législatives sous l'angle, entre autres, fiscal. Est-ce que la fiscalité de vos investissements crypto pourrait éventuellement bouger ? Puis on regardera aussi ce que font les acteurs crypto auprès des politiques pour peut-être essayer de limiter les dégâts. C'est en tout cas l'un des enjeux. On est à vos côtés, les pros des cryptos chaque vendredi. La machine à refaire l'actu de la semaine s'enclenche. C'est parti. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Ils sont là, nos deux pros, Stanislas Barthélémy. Bonjour Stanislas. Bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver. Vous êtes en forme ? En super forme. Super forme, un peu mieux. Pêche. Ouais. Comme disait Juppé. Ah oui, super pêche. Non, je ne sais pas si je l'imite très bien. Thibaut Boutroux ici est avec nous. Bonjour Thibaut. Vous êtes en forme, la super banane, la super pêche aussi, Thibaut à Metz. Super forme, ouais, parfait, tout va bien. Super. Et Ethereum aussi. Quelle pêche, Ethereum. Magnifique. Là, c'est Jack Lang peut-être. Bon, la SEC abandonne les poursuites contre Consensus. Donc, c'est l'actu de cette fin de semaine. Ethereum ne sera pas considéré comme un titre financier, mais bien comme une commodity, une matière première, comme Bitcoin d'ailleurs. Thibaut, qu'est-ce que ça va changer ? Ouais, alors donc effectivement, c'est la bonne nouvelle de cette semaine. Une victoire, en tout cas une bataille qui est remportée, mais la guerre qui n'est pas encore terminée. Hein. C'est d'ailleurs le CEO de Consensus qui disait qu'il en resterait pas là, puisque même s'il se satisfait du dénouement, il estime à juste titre que c'est pas normal d'en arriver jusque-là pour arriver à ce dénouement-là.
On l'a eu officiellement le dénouement, on le connaissait déjà un petit peu puisque en approuvant les ETF, en réalité, c'était déjà une forme d'abandon des poursuites puisque en approuvant les ETF, on savait qu'Ether était considéré comme une commodity. La SEC a aussi fait savoir d'ailleurs que c'est pas pour autant que parce qu'ils prenaient cette décision-là qu'ils arrêtaient de regarder le reste et qu'ils allaient rester attentifs aux évolutions de l'écosystème. Globalement, qu'est-ce que ça change ? C'est une bonne nouvelle parce que déjà, d'un point de vue réglementaire, ça implique un petit peu moins de contraintes pour l'écosystème Ethereum. Et donc, tout ça va permettre justement aux investisseurs de venir un peu plus sereinement. On a beaucoup plus de clarification, beaucoup plus de visibilité à moyen et long terme. Donc les développeurs vont pouvoir venir construire, les dApps aussi. Donc ça donne vraiment beaucoup plus de clarté et de visibilité en fait à tout l'écosystème pour construire et préparer sereinement la suite. Quels autres cryptos pourraient du coup, Stanislas, bénéficier de ce statut commodity après Ethereum et Bitcoin ? À qui le tour maintenant ? C'est la question à 100 000 €. C'est très dur de répondre à cette question puisqu'on arrive à un débat et à dresser une frontière sur qu'est-ce qui est décentralisé, qu'est-ce qui ne l'est pas, qui est une forme, on va dire rapidement dit, de ligne de démarcation entre le titre financier de la commodité. Et dans ce cas-là, il faudrait rentrer sur plusieurs couches d'analyse, une analyse technique, une analyse des détentions des jetons par certains portefeuilles, de combien de logiciels font tourner la blockchain, etc. Et c'est ce qui est assez difficile à faire une fois qu'on a traité BTC et ETH. On a vu sur Ethereum la difficulté qu'il y a eu à enfin reconnaître ça comme une forme de commodité. Derrière, quand on analyse du Solana, Avalanche, BNB, c'est un peu moins sûr que dans un temps court, on pourrait les déterminer comme des commodités. Ça revient, cette question, et ce flou, cette absence de réponse assez simple, ça revient à souligner l'absence de cadre et de définition qu'il peut y avoir aux US, contrairement à l'Europe qui a tenté des définitions. Effectivement. Alors justement, on va rentrer dans ces définitions plus floues encore aujourd'hui aux États-Unis qu'en Europe. La SEC donc fait un pas sur Ethereum. En revanche, la SEC reste intraitable avec Ripple. La SEC refuse de réduire le montant de l'amende de Ripple. Et l'écosystème s'interroge. Est-il, cet écosystème crypto, Thibaut, en train de devenir la vache à lait de la SEC et du régulateur américain ? Je vous pose la question parce que la SEC et le régulateur, décidément, ne mettent pas beaucoup d'énergie à édicter des règles très claires, contrairement à l'Europe. Ouais, c'est ça. C'est surtout ce qui est reproché. Donc, alors, la bataille entre la SEC et Ripple, elle remonte à longtemps, mais on a vu aussi beaucoup d'autres acteurs qui étaient engagés dans des batailles juridiques avec la SEC et se pose la question à un moment donné, est-ce que l'écosystème crypto n'est pas finalement la bonne pioche pour renflouer les caisses de la SEC ? Alors, c'est plus compliqué que ça, évidemment, mais en tout cas, c'est ce qu'on lui reproche et surtout, on lui reproche au lieu de mettre de l'énergie à édifier un cadre clair qui permettrait justement aux acteurs de s'y conformer, ils préfèrent mettre de l'énergie dans ces procès à mettre des amendes et du coup on n'avance pas et on fait que punir les acteurs. Donc c'est surtout ça qui est reproché. Là en l'occurrence ça a refait la une parce que Ripple a fait une demande pour baisser finalement l'amende qui leur a été proposée en se basant sur un autre procès qui était avec Terraform où ils jugeaient que si Terraform avait été jugé de cette manière-là, eux c'était peut-être disproportionné et il fallait revoir la copie, ce à quoi la SEC a refusé catégoriquement. Donc on est très très loin de la fin du feuilleton avec la SEC et effectivement l'écosystème commence à se soulever et commence à avoir une voix qui pèse un peu plus, donc c'est possible qu'on ait des évolutions, mais en tout cas c'est des batailles qui vont durer encore pendant de longs mois, voire de longues années. Et quand vous dites que l'écosystème commence à peser un peu plus, vous parlez dans ce contexte de campagne présidentielle évidemment aux États-Unis où on voit que les candidats donnent un peu plus d'importance désormais aux acteurs crypto, à la communauté crypto. Il semble qu'aux États-Unis désormais flatter, enfin en tout cas aller dans le sens de l'écosystème crypto rapporte plus de voix que ça ne vous en enlève, ce qui n'est peut-être pas encore le cas en Europe. Mais les États-Unis ont basculé dans cette autre dimension, à savoir être favorable aux cryptos aux États-Unis, vous rapporte désormais plus de voix que ça ne vous en enlève. Voilà, c'est aussi un rapport de force qui est en train là-bas d'évoluer. Alors du changement d'ailleurs au sein de la SEC, parce qu'on n'arrête pas de dire la SEC compliquée, elle se sert peut-être de cet écosystème comme une vache à lait. Elle-même quand même est en train d'évoluer, en tout cas ses dirigeants. Le monsieur crypto de la SEC, c'est l'un des faits de la semaine, a annoncé son départ. Est-ce que ça signifie forcément, Stanislas, que quelque chose de profond est en train de se jouer là? C'est assez difficile à analyser juste si on prend cet événement, mais si on prend un pas de recul, et ça fait sens à la mesure de ton propos, c'est qu'il y a les détenteurs de crypto deviennent une forme de clientèle électorale qui devient draguée par les deux camps. Et j'ajoute qu'aux États-Unis, ce qui est moins le cas en France, c'est qu'il y a une politisation plus importante des administrations. En l'occurrence, du combat de Gary Gensler et de la SEC qu'on pourrait plutôt qualifier de démocrate. Et donc ce David Hirsch, ça faisait 9 ans qu'il était à la SEC, c'était lui qui était quelque part le fer de lance et sur la fin de ces 9 ans même à la tête de la cellule cyber et crypto, et c'était le fer de lance de combat
contre notamment Coinbase, qui, à leurs yeux, dans l'interprétation de la loi, Coinbase, ça donnait un listing de titres financiers, et ils n'avaient pas déclaré ça, puisqu'ils qualifiaient les cryptos qui étaient listés de titres financiers. Donc c'est ce David Hirsch qui était ce fer de lance de combat, et au bout de 9 ans, il a décidé, par un message sur LinkedIn, il l'a annoncé à la communauté, quitter la SEC. Alors, pour faire quoi? Telle est la question. Au début, il y a des rumeurs comme quoi il allait rejoindre des projets crypto un peu farfelus. Il les a démentis. Peut-être qu'il irait dans un projet crypto. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une forme quand même de légère inflexion et différence de ton et de tonalité dans la voix de ce David Hirsch par rapport à Gary Gensler, dans notamment la manière de qualifier l'écosystème crypto comme un pilier de l'avenir de la finance, ce qu'il a dit à une conférence en 2023, d'être un peu plus modéré que Gary Gensler. Et ce qui est important et symbolique quelque part, c'est le timing. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une anticipation d'enjeux électoraux qui fait que les administrations peuvent changer. Mais ce timing est intéressant. C'est qu'on sent que la SEC est en train de complètement changer sa politique et d'apprécier les cryptos. En témoigne le revirement sur l'ETF Ethereum. Effectivement. Et est-ce que le résultat de la présidentielle américaine à venir, ou même les démocrates, Joe Biden, mettent de l'eau dans leur vin vis-à-vis des cryptos, est-ce que ce résultat à venir de la présidentielle peut avoir un impact sur des mandats de plus haut gradé encore de la SEC, du régulateur américain? Thibault, par exemple, Gary Gensler, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'à l'issue de cette présidentielle, Gary Gensler quitte la tête de la SEC? C'est possible, hein. En tout cas, c'est difficile d'avoir de la visibilité là-dessus, mais en tout cas, c'est possible. Il va y avoir des changements, il va y avoir des évolutions. On sait que Gary Gensler est plutôt un partisan du clan Biden, donc par exemple, si c'est Donald Trump qui prend la tête, c'est possible que derrière, il y ait des évolutions à ce niveau-là. Et même dans le clan Biden, aujourd'hui, le cas Gensler commence entre guillemets à inquiéter un petit peu parce que avec ces positions qui sont très ancrées, qui sont souvent publiques en plus sur les cryptos, on l'a vu, les cryptos commencent à avoir un enjeu électoral et donc on a certains membres du clan Biden qui diraient que ce serait peut-être bien de modérer un peu le propos ou en tout cas d'atténuer. Donc même côté Biden, on commence à se rendre compte que Gary Gensler pose potentiellement problème. Donc il va y avoir certainement des évolutions. Est-ce que ça va être Gensler? Est-ce que ça va être d'autres? Est-ce que ça va être plusieurs personnes? Ça, c'est assez difficile à dire, mais en tout cas, avec le contexte politique, il y a des chances qu'il y ait un jeu de chaises musicales qui se mette en place. Les pros des cryptos, c'est chaque vendredi, en direct, bien évidemment, à retrouver aussi sur notre chaîne YouTube BFM Crypto. Juste pour ceux qui nous suivent en direct à la radio, là, n'hésitez pas à nous regarder en télévision, vous admirerez le bronzage. Il a pris des couleurs, je ne sais pas où vous étiez en vacances, vous avez pris des couleurs, Thibault. On n'est pas habitué à vous voir comme ça. C'est à Metz, il fait grand soleil, c'est magnifique. Ça permettra à chacun de régler son téléviseur. Non, ne vous inquiétez pas, tout va bien, il est rouge, mais c'est normal. Allez, on poursuit les pros des cryptos à vos côtés chaque jour. Et les législatives, on est à 9 jours maintenant des législatives. C'est l'objet, cette semaine encore, de la question crypto qui claque. Chaque semaine, on pose une question qui fâche sur nos réseaux sociaux, notre fil X BFM Crypto. Stanislas et Thibault, êtes-vous prêts? Prêt. Je suis. Voici la question. Le programme fiscal des différents partis aura-t-il un impact sur votre vote? Voterez-vous en fonction des propositions fiscales à l'occasion des législatives? Oui, un peu, oui, beaucoup, ou non, pas du tout? Je vous laisse un instant de réflexion, Stanislas, Thibault, bien sûr. Vous tous aussi, vous avez peut-être un avis sur la question. N'hésitez pas à répondre, participer sur notre fil XBFM Crypto et surtout nous laisser vos arguments en commentaire. Stanislas, le programme fiscal des partis aura-t-il une importance dans le vote d'après vous? Oui, un peu. Oui, un peu. Thibault? Oui, un peu, forcément. Oui, un peu. Vous auriez pu dire non, pas du tout. Vous avez choisi oui, un peu d'importance quand même, parce qu'il y a un enjeu fiscal. On a eu tout à l'heure d'ailleurs le programme fiscal du Front Populaire, le nouveau Front Populaire. Ça y est, on a le détail du programme. Bon, qu'est-ce qu'on en sait là? Et est-ce qu'effectivement c'est un enjeu pour les investisseurs crypto? Stanislas? C'est un gros sujet, mais c'est pas un sujet qui concerne que la crypto. C'est ce qu'on dit à chaque fois quand une alliance politique ou un parti politique propose un programme fiscal. Nécessairement, ça touche toute classe d'actifs, dont la crypto fait partie maintenant, puisqu'elle entre guillemets, se normalise. Et ce qu'on constate de la conférence de presse qui a été faite, ou même des documents de campagne qui sont sortis, c'est que le package fiscal est quand même assez fort et assez salé. Donc il y a la fin de la flat tax, le passage de 7 tranches à 14 tranches avec les fameux taux sur l'impôt sur le revenu, et surtout le retour de l'ISF. Retour de l'ISF dont on imagine bien qu'ils entendent que la crypto-monnaie, ils ne l'ont pas dit, mais que la crypto-monnaie fait partie de ce package-là. Donc, encore une fois, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, mais c'est que la campagne campagne européenne, la campagne législative est très courte, que les thèmes principaux, c'est plutôt des thèmes autour de l'économie, environnementaux, c'est-à-dire pas l'innovation, le numérique et encore moins la crypto. Donc il y a
quand même quelques flous autour des velléités de ces alliances. Et alors qu'on est à donc un peu plus d'une semaine législative, est-ce que l'écosystème crypto tente d'éduquer les politiques ? Bon, ça fait des années qu'ils s'y emploient, il y a eu des progrès d'ailleurs, mais voilà, on se retrouve là à nouveau au pied du mur. Est-ce que par exemple l'ADAN, qui représente l'écosystème crypto en France, s'intercède beaucoup là ? Ça, c'est à Faustine de répondre à cette question. Ce que je vois de mes amis... Patronne de l'ADAN. Vous connaissez tous, vous vous tutoyez, vous avez tous 20 ans, mais Faustine voilà. Fleuret. Faustine Fleuret, conseiller. Donc, il peut répondre, mais c'est vrai que la mission de l'ADAN en temps de campagne ou en temps, on va dire, de mandat, c'est de faire cette fameuse pédagogie, d'expliquer ce qui est en jeu avec la maturation de l'écosystème crypto. Mais à un titre individuel, moi, j'ai des amis qui sont militants et j'ai beau leur parler de crypto, ils me disent mais c'est pas le sujet, d'abord il faut gagner et avec des idées simples. Donc la crypto n'est pas vraiment, on va dire, au cœur de la campagne. Ce qui est certain, c'est que quand on parle entre passionnés ou avec des professionnels, il y a une inquiétude de par cette instabilité ou ce doute. Et on sait que les marchés détestent l'incertitude, donc on s'inscrit entre guillemets dans cette tendance. Et vous, voterez-vous en fonction de la fiscalité, de ce que disent les programmes des différents partis sur la fiscalité à l'occasion de ces législatives ? Oui un peu, oui beaucoup, ou non pas du tout. Vous êtes une majorité à dire non pas du tout. Ça compte pas. À 60%, vous votez non pas du tout. Et à 21%, vous dites oui un peu. 20%, oui beaucoup. Voilà, très partagé, enfin pas partagé du tout. En fait, ça arrive derrière, manifestement, la question fiscale pour ceux qui ont choisi de voter. Parce qu'il y a cette question politique évidemment majeure, le scrutin le 7 juin, et puis aussi la réglementation qui continue d'entrer en œuvre. D'ailleurs, la réglementation MiCA à l'échelle européenne, Thibault, franchit un cap. Ce sera le 30 juin prochain, dans quelques jours. Qu'est-ce qui changera ? Et les acteurs de l'écosystème, Thibault, sont-ils prêts ? Oui, c'est ça, le 30 juin, date clé. Il y a deux choses à retenir sur le 30 juin. Alors, il y a quelque chose qui est propre à la France, c'est qu'à partir du 30 juin, officiellement, on pourra déposer les dossiers pour MiCA. Donc aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Donc ça sera à partir du 30 juin. Donc ça, c'est propre à la France, je crois. Et l'autre point très important, c'est l'entrée en vigueur de MiCA pour le sujet stablecoin. Donc une première partie de MiCA qui entre en vigueur à partir du 30 juin sur les stablecoins. Et là, effectivement, pas mal de changements importants à venir. Je vais prendre beaucoup de pincettes sur tout ce que je dis parce que la grosse problématique qu'on a, alors les acteurs sont forcément prêts et attentifs puisque la date, on ne la prend pas là. Ça fait déjà maintenant plusieurs mois, plusieurs années qu'on se prépare à ça et qu'on avance dans cette direction. Et de toute manière, la réglementation n'est jamais quelque chose d'acquis, c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme. Mais c'est vrai que ça arrive à un moment où on a une instabilité et beaucoup d'interrogations sur le plan politique. Donc le sujet crypto n'est pas forcément le principal, on va dire, contrairement à ce qu'on peut voir côté États-Unis où ça bouge beaucoup. En Europe, on se rend compte à quelques jours de l'entrée en vigueur qu'il y a encore beaucoup de questions sur lesquelles on n'a pas de réponse, sur lesquelles on manque de visibilité, sur des questions qui ne se sont pas encore posées. Donc même s'il y a cette date-là qui va arriver à ce moment-là, il y a des chances que ça prenne beaucoup plus de temps en réalité dans les faits à se mettre en œuvre, qu'il y a encore beaucoup de discussions qui doivent encore avoir lieu. On a eu des échanges récemment avec l'ADAN et différentes instances sur lesquelles on a des questions qui sont encore en suspens. Donc qu'est-ce que ça va advenir ? Est-ce qu'on pourra lister tous les stablecoins ? Sous quelle forme ? Sous quel statut ? Voilà, il y a encore des choses qui vont devoir être clarifiées, mais en tout cas c'est un premier point clé de l'entrée en vigueur de MiCA qui arrive là. Et dans les prochains mois, il va certainement avoir beaucoup d'annonces qui vont se faire autour de ça, beaucoup de clarifications et des règles du jeu qui vont changer. Oui, et dans l'univers des stablecoins, il y aura un impact évidemment de ce nouveau cap franchi par MiCA à partir du 30 juin. Alors justement, parlons-en des stablecoins. Il se trouve que Tether, le géant du secteur, passe à l'offensive. Tether a lancé le service, alors je ne sais pas comment on dit, Alloy, comment vous dites-vous, Stanislas ? Alloy, voilà, comme ça, voilà, c'est de votre faute. Alloy, un stablecoin synthétique adossé à l'or. C'est un projet important pour Tether, là. Important, ça reste encore assez minime, mais ça peut se développer. Je m'explique. C'est que quand on parle de stablecoin, on a le tropisme de parler toujours des stablecoins qui ont un peg, c'est-à-dire un lien au dollar. Et en réalité, il existe tout type de stablecoin parce que c'est stable par rapport à une valeur. Et donc les stablecoins avec un collatéral, un sous-jacent avec de l'or, se sont développés pas aussi vite que les stablecoins dollars. Si on fait la somme de tous les stablecoins avec de l'or, stablecoin gold, c'est quasiment 1 milliard de dollars, d'équivalent dollars de valorisation, donc ça reste assez maigre. Mais le projet de Tether est assez intéressant. L'idée, c'est qu'avec ce stablecoin gold, si on le dépose sur une plateforme qui rappelle un peu ce qui se fait en finance décentralisée, c'est qu'on peut emprunter une contre-valeur qui serait un nouveau stablecoin dollar. Et ce qui permet d'être toujours exposé avec de l'or, par exemple sur une base 100, et d'emprunter 50 dollars, moyennant évidemment des frais et un remboursement à venir, puisque c'est une dette, mais qui permet de garder cette exposition tout en utilisant ces dollars
dans l'écosystème crypto, sur la finance décentralisée pour aller chercher du rendement, ou réacheter du stablecoin gold pour faire un effet de boucle. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir cette hybridation entre ce que Tether fait avec un stablecoin gold et comment ils construisent derrière des applications financières au-dessus. Donc à voir comment ça va se développer, mais c'est un projet qui va dans le bon sens. Après, il y a toujours la question de la réglementation qui est, on va dire, le point d'interrogation autour de Tether, qui reste un acteur offshore et qui nécessairement pose quelques questions. Et Thibaut, Tether ne lance pas ce stablecoin adossé au dollar pour amadouer aussi quelque part les autorités ? Pas forcément pour amadouer, mais en tout cas, moi je pense que c'est aussi une question de diversification, d'élargir un petit peu sa gamme de services, justement dans un contexte où la réglementation est en train de prendre forme un petit peu partout dans le monde. Le fait d'avoir d'autres aujourd'hui services qui va pouvoir leur permettre peut-être de gagner un petit peu de temps sur d'autres sujets et de trouver d'autres aussi formes de sources de revenus et d'activité. Donc je pense que c'est plutôt dans ce cadre-là, plutôt qu'une manière d'amadouer le régulateur. Et cette question, alors vous êtes d'ailleurs assez nombreux chaque semaine à réagir aux pros des cryptos en direct, également en commentaire. N'hésitez pas d'ailleurs sur notre fil X BFM Crypto à vous abonner, nous laisser vos questions puisqu'on est diffusé sur ce fil X aussi en direct. Margot nous a écrit, c'est quoi des stablecoins synthétiques, puisqu'on est là en train de parler de stablecoins synthétiques. Qu'est-ce qui les distingue des autres, Stanislas ? Stablecoin synthétique, c'est quand le sous-jacent est une forme de dérivé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un collatéral comme du cash, c'est-à-dire des dollars dans un compte bancaire, où là, en l'occurrence, j'expliquais que le Tether Gold, il y avait un collatéral physique, mais le stablecoin dollar était un dérivé de ce stablecoin gold. Oui. Donc en gros, ce sont des produits un peu plus complexes que juste un sous-jacent physique. Et alors c'est passionnant parce que chaque semaine, grâce à vous, les pros des cryptos, on découvre cet univers qui émerge, qui continue de se bâtir et de se construire, et ces initiatives nouvelles qui se multiplient. Deutsche Telekom, une des plus grandes entreprises, un des mastodontes, un des grands historiques des télécoms en Europe, et bien Deutsche Telekom fait un pas dans le minage de crypto. Pourquoi, Thibaut, et qu'est-ce que ça nous dit ? Ouais, alors c'est pas une surprise de voir Deutsche Telekom faire un pas de cette manière-là, puisqu'ils sont coutumiers du fait. Ils ont déjà lancé plein d'initiatives dans le secteur crypto. Ils sont connus aussi pour ça dans l'écosystème. Voilà, ils exploitent un nœud sur Bitcoin. Ils avaient déjà fait des choses avec Chainlink, avec Celo. Donc c'est pas surprenant de les voir tenter quelque chose de nouveau. Ça me surprend un petit peu plus de les voir aller dans le mining, même si on n'a pas beaucoup de détails sur la manière dont ils vont le faire aujourd'hui. Ils n'ont pas beaucoup donné de précision. Mais c'est intéressant parce que le mining est encore une activité qui n'a pas forcément bonne presse et qui est souvent incompris de la part des grandes entreprises ou des grandes instances. Et le fait de voir un acteur comme celui-ci qui va exploiter un petit peu ce segment-là, peut-être que ça va forcer d'autres acteurs à avoir leur copie, peut-être que ça va contribuer à la démocratisation de ce qu'est réellement le minage, de ce qu'on peut en faire, notamment sur les sujets écologiques. Donc moi, je suis très curieux de voir ce que ça va donner, même si pour l'instant, on n'a pas trop de détails sur le projet. Et puis un petit mot du Salvador quand même. Je sais que Sébastien Gouspillou d'ailleurs nous écoute puisqu'il publie, là il nous écoute en live manifestement et il republie des extraits de ce que vous êtes en train de dire messieurs sur les réseaux sociaux. Sébastien Gouspillou, l'un des papes du minage ici en France et qui suit de très près ce qui s'y passe. Eh bien le Salvador fait un pas de plus pour intégrer Bitcoin, figurez-vous. Une loi vient de passer pour créer des banques d'investissement privées utilisant Bitcoin. Quelle idée Nayib Bukele a-t-il en tête ? Quel intérêt pour le Salvador ? Est-ce que cette idée pourrait être copiée ailleurs, Stanislas ? Difficile d'estimer si elle peut être copiée, mais ce qui est intéressant, c'est que Nayib Bukele, le président salvadorien, creuse son sillon avec une politique qui est, on va dire, ouverte et favorable à Bitcoin, que ce soit le reconnaître comme monnaie légale, miner du Bitcoin, et on salue Sébastien Gouspillou avec l'énergie des volcans du Salvador. Et l'idée présente, c'est d'ouvrir quelque part à certains produits, les banques, et donc de créer une réglementation un peu différenciée par rapport au système traditionnel. Donc encore pas mal de flou, mais l'intérêt pour Nayib Bukele, c'est de continuer à attirer les bitcoiners et des capitaux qui sont liés aux cryptoactifs là-bas, en l'occurrence beaucoup autour de Bitcoin, parce qu'il y a un enjeu pour lui de croissance et de développer le PIB de son pays. Que ce soit avec une clientèle qui vient pour du tourisme ou demain fonder des entreprises, s'installer et donc nécessairement booster l'économie locale. Les pros des cryptos, c'est chaque vendredi. Sébastien Gouspillou qui vient à propos des législatives, qui vient de dire les LFI avec Aurore Lalucque et donc le Front Populaire votent l'interdiction de la proof of work. Bon, je sais pas, le Rassemblement national est plus direct et réclame franchement l'interdiction du Bitcoin, nous dit-il. Sébastien, et la Macronie, elle a été stupide et a raté le coche Bitcoin, contraignant nombre d'entreprises à partir, même si le Bitcoin et les cryptos sont loin d'être interdits. Voilà, c'est un bon résumé de la situation. Sans langue de bois, comme toujours, fait Sébastien.
Oui, un mot là-dessus, Thibaut. Je vois c'est bien de sourire, Thibaut. Vous voulez commenter, rebondir? Non, mais sans langue de bois, c'est ça. C'est vrai que c'est exprimé d'une manière un peu directe. J'aurais été un peu plus atténué, mais il n'y a pas qu'il faut dans ce qu'il dit. Merci beaucoup, messieurs. Thibaut Boutroux depuis Méria, à qui on souhaite beaucoup de crème apaisante pour la peau après avoir pris un peu trop de soleil de Metz. Mais c'est vrai que c'est une belle région quand même. Cette région de Metz, elle est vraiment sublime et magnifique. Merci beaucoup, Thibaut, de nous accompagner si régulièrement. Merci Stanislas également, Stanislas Barthélémy pour KPMG Finance, de nous accompagner aussi très très régulièrement. Je vous souhaite un bon week-end. À bientôt. Et bien sûr, les pros des cryptos sont à retrouver tout au long du week-end, justement, sur notre chaîne YouTube BFM Crypto. BFM Business, BFM Crypto, les pros.